Alors, vous souhaitiez justement revenir sur cette notion de violence, de violence et de force légitime et de force légale. Oui, oui, oui. Ça m'est un peu compliqué d'intervenir comme ça, au débeauté après ce que j'ai entendu, Oui. qui est extrêmement touchant, qui est très fort. Et ça me paraît presque saugrenu de faire la chronique que j'entendais faire, peut-être un peu pontifiante et un peu distante comme ça, alors qu'on est en train de vivre vraiment des choses absolument terribles avec des témoignages poignants. Malgré tout, je voudrais répéter certaines choses parce qu'il me semble essentiel dans ces circonstances de les répéter justement, parce que je crois qu'il y a une vertu pédagogique à cette répétition. Il y a plusieurs sujets là, ces derniers jours qui m'ont interpellé. Évidemment, celui dont vous avez parlé à l'instant, mais d'autres dont vous avez parlé sur Toxin. Je pense à cette dame là qui a été condamnée la semaine dernière avoir voulu chasser un squatteur de chez elle, où on a vu et la loi et l'État et la justice favoriser le squatteur et non pas le Oui, propriétaire légal et légitime. oui. Je le rappelle, hein, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en son article 17, proclame que la propriété est un droit inviolable et sacré. Mhm. Et pourtant, le propriétaire se retrouve condamné par la Mhm. justice de notre État aujourd'hui À de la prison, hein. À de pour la prison, à avec de la sursis, hein. prison et à indemniser son squatteur pour Mhm. avoir voulu dégager son squatteur. Je ne reviens pas sur le sujet que vous avez évoqué à l'instant et hier. Je ne reviens pas sur le fait que l'État, avec la force publique, oblige les gens à se vacciner, à rester chez eux contre toute forme de raison, de sanitaire ou autre. Je passe le fait qu'il lève l'impôt sans le consentement du peuple, sans même voter de budget honnête. Je passe sur le fait qu'il s'endette de 3500 milliards d'euros sans le consentement des citoyens éclairés. Je vous rappelle que quand vous vous endettez, vous ne votez pas l'impôt. Donc il n'y a pas de consentement à l'impôt. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est une fraude, tout ça est un mensonge. Il faut le répéter, parce que d'une part, c'est illégal, c'est illégitime, et qu'il faut répéter la différence entre légalité et légitimité. On va y revenir dans un instant. Mais pourquoi c'est utile de le répéter? Parce que on a l'impression que voilà, ça sert à rien. De toute façon, comme l'a dit l'un des intervenants précédents, les agents de la force publique doivent bien obéir aux ordres. D'une part, non, ils ne doivent pas obéir aux ordres. Quand un ordre est illégal, illégitime, on a le droit et le devoir de ne pas obéir. C'est d'ailleurs prévu par la loi. C'est l'article L121-10 du Code général de la fonction publique. L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, donc aux ordres, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Donc illégal, c'est aussi anticonstitutionnel, hein. Donc le droit de propriété est constitutionnel. Le droit de maintenir son un outil de travail est constitutionnel. Mais je rappelle qu'il y a un principe qui avait été intégré à la Constitution par le président Chirac, c'est le principe de précaution Oui. qui a été intégré via la Charte de l'environnement à la Constitution. La précaution, le principe de précaution, c'est agir de fait à viser à prévenir un dommage grave et irréversible. Quand on abat un troupeau de vaches qui n'est pas malade, est-ce que le dommage n'est pas grave et irréversible? Elles ne vont pas revenir à la vie. Le problème quand on touche à la vie, c'est que une fois que la vie n'est plus, elle n'est plus jamais. C'est fini, c'est irréversible. Euh, Ce principe de précaution devrait nous mener à nous interroger sur certains concepts que manifestement nos dirigeants et certains de leurs exécutants ont oubliés. La précaution, dans l'ancien français, on aurait plutôt utilisé le terme de prudence. La prudence, vous savez, c'est une vertu cardinale, c'est la vertu qui préside à l'action. La prudence, c'est la disposition qui permet de délibérer sur ce qu'il convient de faire en fonction de ce qui est jugé bon ou mauvais. Ça, nous le savions depuis l'Antiquité, c'est l'une des vertus cardinales avec la force, avec la justice et avec la tempérance. Il n'y a pas de force sans prudence, cette vertu qui détermine l'action. Et ça demande une moralité, ça, de discerner le bien et le mal. Or, quand j'entends que oui, ces gens devaient obéir aux ordres, non, ils ne devaient pas obéir aux ordres. Nous arrivons à un moment où il faut prendre nos responsabilités, comme ils disent. Nous devons trancher entre le bien et le mal.
Nous devons choisir notre camp. Il y a un camp qui veut le mal, qui veut la destruction de notre pays, de notre peuple, de notre autonomie, de nos vies, de nos paysages. Je veux dire, c'est facile à dire, mais nous prendrons, nous aussi, nos responsabilités sur ce que nous disons et sur l'aide et le combat que nous devrons mener auprès des agriculteurs, mais de tous, des propriétaires squattés, des Français qui sont violentés. Alors pourquoi je voudrais finir sur une note d'espoir et peut-être, si vous voulez en dire un mot avec vous ou avec les intervenants précédents. Pourquoi y a-t-il de l'espoir? Parce que prenons une expérience psychologique connue qui s'appelle l'expérience de Milgram. Oui. Vous savez, c'est cette fameuse expérience où on demande à des gens D'électrocuter. d'électrocuter des patients avec une figure d'autorité en blouse blanche, etc., qui leur dit de monter les doses. Et la plupart des gens se conforment aux ordres parce qu'il y a une autorité. Parce que c'est la pression de la blouse blanche, la pression de la supériorité. Oui. Absolument. Et on voit des taux très très élevés, jusqu'à 65%, des gens qui vont jusqu'à la dose mortelle. Simplement, il y a deux éléments qu'on oublie souvent dans cette expérience. C'est que d'une part, quand on connaît cette expérience, eh bien on n'y va pas. C'est-à-dire que quand on est prévenu, on a tendance à ne pas exécuter les ordres qui semblent comme ça démentiels. Oui, illégitimes. Une fois qu'on est prévenu qu'il y a une différence entre la légalité et la légitimité, qu'on est conditionné nous-mêmes à obéir à l'autorité parce qu'il y a de l'autorité, etc., eh bien, on fait beaucoup moins, on va beaucoup moins dans l'extrémité de la violence. Et il y a un autre point qui me semble de la violence par la soumission, là, la violence soumise. De la soumission à l'autorité ou à la prétendue autorité. Ouais. Celui qui se prétend être l'autorité. Il y a un deuxième point extrêmement intéressant dans ces expériences, c'est que quand il y a deux autorités, deux figures d'autorité qui donnent un ordre contradictoire, il y a 0% des gens qui vont jusqu'à la violence maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chef de CRS, un ministre, ou une figure d'autorité, par exemple, un chef de parti politique qui refuserait de se plier au jeu, coucou Marine Le Pen, qui dirait non, cela suffit. Nous ne jouons plus ce jeu. Eh bien, ça permet aux gens, à ceux qui sont en bas, de réfléchir. De dire non, non, il y a des figures d'autorité qui disent l'inverse. Eh bien, moi non plus, je ne me plierai pas. Oui. Il y a un effet psychologique avéré. Donc, non, il n'y a pas rien à faire. Chacun, à son niveau, doit prendre ses responsabilités, et d'abord au plus haut niveau. Les ministres, les préfets, les chefs de bataillon, de CRS, les chefs de partis politiques, les chefs de syndicats, les journalistes, les avocats, les agriculteurs, tout le monde doit prendre sa part de responsabilité. Alors le poisson pourrit par la tête, mais l'exemple vient aussi de la tête. Il doit venir du haut, parce que c'est en changeant les figures d'autorité que les plus faibles, ceux qui sont le plus bas dans la hiérarchie sociale, pourront eux aussi suivre le mouvement et faire cette figure de transgression. Je finis sur cette transgression. Les grands actes de l'histoire, qu'ils soient mythiques ou pas, sont des actes de transgression. Antigone, grande figure de la transgression, elle suit la légitimité, elle suit le bien, elle suit son cœur et non pas l'ordre de Créon illégitime, et alors qu'il est légal. Jules César, pour prendre un grand politique, quand il franchit le Rubicon, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans l'illégalité la plus totale. Eh bien, aujourd'hui, qui retient-on? Le Sénat ou César? C'est César qui a fait l'histoire. C'est César qui a franchi le Rubicon. C'est César qui a dit « Alea jacta est ». Eh bien, il nous force à franchir le Rubicon. Il nous force à dire « Alea jacta est ». Et je dirais un dernier mot, parce que j'ai entendu le mot de guerre prononcé tout à l'heure. La guerre, elle est toujours le fait de celui qui se défend. L'agresseur, celui qui veut imposer sa volonté, ne veut jamais la guerre. Il veut imposer sa volonté. La guerre, c'est quand les gens disent « Non, ça suffit, moi, je ne me laisserai pas faire, je me défendrai jusqu'au bout, y compris par la force ». Il faut être deux pour faire de la guerre. Et c'est jamais l'agresseur qui veut la guerre, c'est celui qui se défend. Merci Alexandre Cunha. Je précise, Christian Converse, vous avez entendu, est-ce que vous souhaitez réagir? Forcément, quand j'entends ces propos-là, je me retrouve quand même dans beaucoup de choses. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, on se défendra par la violence, c'est obligatoire. C'est pas ce qu'on cherche, certainement pas. Ce
que je retiens aussi, c'est que dès aujourd'hui, il me semble qu'on doit interpeller tous les responsables des partis politiques, on va dire, Oui. pour qu'ils se positionnent. Oui, bien Et sûr. dans ce cas-là, s'ils se positionnaient logiquement dans cette direction, on pense qu'on pourrait arrêter les choses. Parce que je pense que c'est toujours préférable d'arrêter les choses avant de faire la guerre. Oui. Hein. Donc voilà, c'est ce que je redis, mais dont on se retrouve complètement. C'est ce qu'on essaye de défendre sur le terrain. Il y a déjà des partis politiques qui ont interpellé directement la ministre à l'Assemblée pour dire arrêtez ces absurdités. Pour l'instant, elle ne veut rien entendre. S'il y a plus de monde, et notamment des responsables de partis politiques qui prendraient position, ben, je pense que ça pourrait bien nous arranger et que ça légitimerait la prochaine fois qu'on puisse se défendre par tous les moyens. Merci On se et planifie. bon courage à tous vos intervenants, vraiment Évidemment. de tout cœur. Hein. Ouais, ouais.